Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser donc aux plateformes de streaming audio avec ce webinaire l'émergence de l'audio et essayer de comprendre comment l'audio digital peut transformer le marché publicitaire. Pour en parler, nos invités, Prune Nouvion, directrice commerciale de Spotify France. Bonjour Prune. Bonjour Didier. Et puis Yves Delfrat, donc vous êtes le CEO de CSA. Bonjour Yves. Bonjour Didier, bonjour à tous. Alors, nous vous proposons donc un regard croisé sur l'audio digital qui se déroulera en 3 temps, puisque nous parlerons tout d'abord de son développement, ensuite des nouveaux usages qu'il a engendrés, et puis enfin de la complémentarité avec les pratiques préexistantes. Alors, vous qui suivez ce webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous y répondrons dans un dernier temps, dans un 4e temps. Utilisez le chat de la plateforme et puis n'oubliez pas de préciser à quelle thématique cela correspond si c'est des questions que vous posez dès le début de ce webinaire. Alors, avant cela, Prune, une question qui porte sur Spotify et les webinaires. Ce n'est pas le premier, hein, vous en avez initié un précédent il y a quelques mois, baptisé Love Audio. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que Love Audio ? Oui, alors en fait, on a créé cette marque ombrelle chez Spotify il y a à peu près 2 ans. Il y a 2 ans, on avait fait un événement présentiel avec plus d'une centaine de personnes. On pouvait en faire à l'époque. Exactement. Et cet été, on l'a fait en webinar avec plus de 150 personnes. Donc, l'objectif, c'est d'évangéliser à la fois les agences médias, les agences créatives et les annonceurs, justement, sur l'audio et de donner finalement des best practices. Alors, ça fait maintenant quelques années qu'on entend parler du développement de ces services audio. Quels sont les derniers chiffres dont vous disposez notamment sur Spotify ? Oui, alors peut-être, je vais peut-être vous donner un petit peu de contexte pour vous dire que Spotify, déjà, c'est suédois. C'était fondé en 2006 par Daniel Ek. Et l'idée, c'était vraiment de contrer le piratage. Et effectivement aussi, quelque chose de très important, il voulait faire vivre les artistes de leur musique. Donc, il a fondé Spotify en 2006. Ce qu'on voit aujourd'hui, on voit vraiment qu'on est leader mondial sur le streaming avec pratiquement 300 millions d'utilisateurs par mois. On a plus de 50% d'utilisateurs qui utilisent Spotify en free. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez 2 possibilités, soit d'utiliser Spotify avec un abonnement premium, donc vous n'aurez pas de publicité, ou vous êtes en free, donc 50% des gens ont Spotify et ont de la publicité en contrepartie pour finalement accéder à toute la bibliothèque musicale et de podcasts. Quelque chose de très important aussi, c'est qu'on voit l'écoute par jour qui est exponentielle avec 2,5 heures par jour. Donc, 2h30. 2h30, oui, 2h30 par jour. 2h30 par jour. Donc, ce qui est quand même assez spectaculaire. Et effectivement aussi, quelque chose d'important, c'est qu'on voit que le temps d'écoute a été multiplié par 2. Et pourquoi ? En fait, il y a plusieurs raisons. D'une part, finalement, la multiplicité des supports, parce qu'au-delà du desktop, du mobile, finalement, on peut l'écouter aussi bien dans votre voiture avec le Bluetooth, grâce aux assistants vocaux, aux enceintes connectées. Donc, on peut finalement écouter absolument partout Spotify. Et aussi l'essor, on en reparlera plus tard, mais des podcasts. Donc, vous dites que ça a doublé, le temps d'écoute a doublé depuis 2018, en 2 ans. Donc, on comprend que cet audio digital est donc en plein essor. On va justement s'intéresser à la croissance du streaming audio. Et puis, pour comprendre justement cette croissance, Yves, vous allez nous donner tout au long de cette séance un certain nombre de chiffres, d'indicateurs tirés d'une étude que CSA a menée pour ce webinaire. Et d'abord, est-ce que vous pouvez nous indiquer la méthodologie de cette enquête ? Tout à fait. Donc, c'est une méthodologie assez robuste. On parle de demi-interview, un échantillon national représentatif des 15 à 64 ans. Le terrain a été fait du 26 juin au 6 juillet 2020, donc pas d'effet confinement. On a vu beaucoup d'études perturbées cette année sur les terrains pour ces sujets. Et c'est un recueil en ligne. Donc, une méthodologie assez robuste, je le disais, pour faire toute la lumière sur ce nouveau phénomène de consommation de contenu qui, c'est vrai, c'était intéressant de le rappeler, a quand même contribué à remettre le secteur de la musique en bonne santé, alors qu'il était assez sinistré pour des raisons de piratage. Alors,
est-ce que vous pouvez, on sait qu'il y a plusieurs opérateurs sur ce marché du streaming audio. Quelle est, Yves, la première question, c'est quoi la pénétration de Spotify dans le public? Alors, quand on cherche à comprendre la pénétration, on cherche déjà à comprendre la notoriété. Est-ce que le phénomène est massif ou pas? Et là, on est vraiment en face d'un phénomène massif, puisque 8 Français sur 10 connaissent la marque Spotify. C'est une notoriété de leader. Elle est déjà quasiment aussi connue que les grands acteurs du marché de l'audio. On sent une nouvelle puissance qui se fait une place au soleil sur le marché de l'audio. Ok, et alors est-ce que c'est la deuxième question, c'est est-ce que c'est une marque, on voit que c'est une marque populaire, mais auprès de quel public? Alors, c'est une marque qui est largement connue sur l'ensemble des tranches d'âge, comme vous pouvez le voir sur ce slide, même si on a un socle qui est évidemment plus fort sur les publics jeunes. On sait que c'est le phénomène des early adopters, c'est des nouvelles générations qui s'emparent en premier de ces nouveaux phénomènes. Donc, on voit des notoriétés supérieures à 80%, qui vont jusqu'à 88% sur les 15-24 ans. Donc supérieur à 80% jusqu'à 44 ans. Et après, sur les classes d'âge les plus âgées, on atteint quand même des scores de 75 et 68%, ce qui est encore une fois très important, voire massif. Donc pour schématiser, on peut dire sur les moins de 45 ans, on est à 8 à 9 Français sur 10 qui connaissent la marque Spotify. Sur les plus de 45 ans, on reste quand même à 3 sur 4, voire 2 sur 3 pour les plus de 55 ans. C'est des scores très élevés. Très élevé. C'est des scores pour se présenter à une élection électorale, à une élection présidentielle. Mais carrément. Alors, Prune, quel est l'atout que vous tirez, vous, de cet indicateur? Est-ce que ça signifie que la marque est bien installée et auprès des jeunes en particulier? Oui, ben c'est exactement ce que disait Yves. C'est vrai que plus de 60% de notre audience ont entre 15 et 35 ans, donc c'est quand même massif, mais ce qui est logique, puisqu'ils ont vécu avec cette techno, c'est des digital natives. Finalement, ils sont... voilà, avec Spotify, c'est vraiment leur média d'accompagnement, comme on a pu le voir avec 2,5 heures passées par jour. Mais ce qui est intéressant aussi de voir, c'est ce que disait aussi Yves, c'est que finalement, on voit aussi de plus en plus les plus de 35 ans qui vont sur Spotify. Pourquoi? On a vu aussi l'année dernière que Jean-Jacques Goldman, qui est quand même l'artiste français par excellence, est arrivé sur Spotify. Et voilà, donc on a aussi, nous, notre équipe éditoriale qui travaille beaucoup de façon à avoir des playlists spécifiques pour que les seniors puissent trouver aussi les goûts musicaux comme la variété française, des playlists des années 80, 70. On retrouve tout sur Spotify. Alors, on voit donc que le public connaît la marque. Maintenant, la question, Yves, c'est connaître la marque, c'est une chose. Est-ce qu'on l'utilise pour autant de services? Voilà, vous avez abordé cette question. Tout à fait. La connaître, c'est bien. La pratiquer, c'est mieux. Et là, les scores restent très impressionnants. Ils vont s'afficher, c'est promis. Voilà, ça y est. 30% des Français ont écouté Spotify au cours des 3 derniers mois, donc près d'un Français sur 3. Encore une fois, c'est massif et c'est quelque chose que l'on voit également sur d'autres marchés, sur d'autres univers. On voit que le streaming n'est plus un trend émergent, mais ça devient un mode de consommation de plus en plus central dans les comportements des publics. Il y a une étude qui vient de sortir en Grande-Bretagne qui montre que le temps passé en streaming vidéo est devenu supérieur au temps passé en consommation de la vidéo en linéaire. On est passé entre janvier, ils étaient à 54%, en juin, ils sont passés à 59%. Donc on voit, je crois, qu'avait connu les États-Unis il y a déjà l'an dernier ou il y a 2 ans quasiment. Donc maintenant que ça touche le Royaume-Uni, vous nous expliquez. Voilà. Qui est une île encore, qui s'éloigne un petit peu de l'Europe. On peut imaginer qu'en termes de comportement par rapport à l'audio et à la vidéo, on peut imaginer qu'on peut se rapprocher de leur comportement. Alors, on a vu, tout à l'heure, vous nous expliquiez qu'en termes d'image, en termes de connaissances, on voyait que le public, d'une manière globale, connaissait la marque Spotify. On s'est rendu compte quand même que c'était beaucoup plus fort chez les jeunes. Est-ce qu'on retrouve ce même phénomène? Est-ce que sur les usages, sur le service, l'utilisation du service Spotify, est-ce que c'est un phénomène qui touche tout le monde? Absolument. À nouveau des chiffres qui vont s'afficher. Je l'espère. Voilà.
On est évidemment sur une écoute particulièrement répandue chez les moins de 35 ans, puisque un Français sur deux de moins de 24 ans et 40% des 25-34 ans en font un usage massif. On voit que c'est un usage qui démarre sur les catégories d'âge les plus élevées, avec un quart des 35-44 ans. Mais on peut imaginer, compte tenu de ce que l'on vient de se dire sur le phénomène du streaming, que comme toute nouvelle technologie, on est dans un phénomène d'early adopters avec les générations les plus jeunes, mais que l'offre, et tu parlais de certains artistes qui rejoignent Spotify, fera venir d'autres catégories de population. Au-delà de ça, on voit que l'usage du streaming est en développement très puissant, et vraiment Spotify est central sur ce sujet. Alors, Prune, justement, quel est le bilan que vous dressez de ces premiers chiffres? On voit que c'est quand même un service assez générationnel, très fort sur les moins de 35 ans, mais vous l'expliquez, Spotify essaie aujourd'hui de s'adresser à tous les publics, de pouvoir être utilisé par tous les publics. Oui, effectivement, et on va peut-être en parler un petit peu plus tard, mais aussi l'essor des podcasts. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va finalement toucher aussi une autre population, peut-être un peu plus féminine, plus CSP+, qui va du coup venir aussi sur Spotify écouter de la musique et en plus écouter des podcasts. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on essaie vraiment d'avoir des contenus tout public, toute catégorie d'âge, toute catégorie de population. Exactement. Alors, cela nous amène à nous interroger sur les nouveaux usages que cette croissance a engendré. Donc, Yves, on a vu tout à l'heure qu'il y avait 30% des Français qui utilisent le service Spotify. Mais alors, après, c'est se demander comment ils utilisent ce streaming audio. La question qu'on se pose notamment, c'est est-ce que c'est le même usage que pour le service audio historique, à savoir la radio ? Alors, on va voir qu'il y a un certain nombre de différences et que les deux usages sont assez complémentaires. Alors, le public que l'on a aujourd'hui est averti, donc je ne vais pas surcommenter la radio, tout le monde la connaît. C'est un média d'accompagnement avec un drive time très puissant. Là, on le voit dans l'étude, il sort à 67% d'écoute de la radio lorsque l'on est en voiture. Et on voit que la radio accompagne tous les moments de vie, cuisiner, manger, se préparer le matin, naviguer sur Internet. Et on termine par se relaxer qui est à 23%. Et se relaxer qui est à 23% pour la radio. Lorsque l'on regarde les réponses aux mêmes questions sur Spotify, se relaxer, ça arrive en premier, et le slide va arriver, c'est promis, dans quelques secondes. Non, il veut pas, il s'entête. Voilà. L'écoute de Spotify, elle se fait en premier lieu dans un contexte de détente, puisqu'on voit que se relaxer, c'est le premier usage. Avec à 34%, avec un pic sur les 15-24 ans à 45%. Mais Spotify accompagne également les autres moments de la journée. Mais le fait que Spotify soit identifié en premier comme se relaxer, c'est qu'on voit que c'est une marque, c'est un canal, un média qui joue un vrai rôle dans la vie des gens au-delà de l'accompagnement. On voit qu'être en voiture arrive en dernier, donc une bonne complémentarité avec la radio, où la radio était en premier. On voit que sur la voiture, en effet, l'usage de la radio dans la voiture est quand même très dominant, puisqu'on était pratiquement à 65%. On n'a pas comme ça, on a l'impression aussi que Spotify peut-être est utilisé sur des moments plus éparpillés. En tout cas, il n'y a pas un moment fort particulier, même si, en effet, c'est la relaxation, le temps de relaxation qui ressort. Tout à fait, et il est très lié en fait au device qui est utilisé pour écouter la musique ou les autres On va y venir. On va y venir sur le support. Avant, je voudrais faire réagir Prune. Il y a donc quand même une spécificité Spotify. C'est le média de la relaxation, c'est le média des loisirs, et moins celui de la voiture.
Oui, après, effectivement, on le voit avec les statistiques, ce qui est intéressant, c'est effectivement que Spotify accompagne tous les moments de la vie. Donc, je vais vous donner un exemple, mais c'est vrai que quand vous levez, vous prenez la douche, vous écoutez votre playlist sous la douche, vous prenez votre petit déjeuner, vous écoutez la playlist Café Croissant, vous allez au travail, vous allez écouter votre podcast. Au travail, justement, vous allez peut-être avoir quelque chose de plus calme et finalement, vous rentrez chez vous, vous allez faire du sport, vous avez votre playlist motivation pour le sport et enfin, vous rentrez à la maison avec les enfants, pourquoi pas vous écouter des comptines. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que Spotify, finalement, accompagne dans tous les moments clés d'une personne tout au long de la journée. Et avec ce que disait Yves tout à l'heure, quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a quand même une complémentarité, puisqu'on voit que le temps en voiture, notamment, est un temps privilégié pour la radio. Le reste du temps est aussi, Spotify accompagne, comme vous le dites, beaucoup de moments, moins ce moment peut-être fort de la radio. Exactement. Alors Yves, vous commenciez à parler des supports, hein, le contexte d'écoute n'est pas toujours le même. Donc, y a-t-il des supports plus destinés à un service qu'à un autre ? Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir, de revoir, le slide est déjà passé, que le premier support d'écoute pour Spotify est loin devant les autres, c'est le smartphone. Et Spotify est né du web. La radio, elle est née de l'autoradio. Et c'est marrant de voir que finalement, les usages restent un peu attachés à l'origine de là d'où on vient. Spotify, c'est le smartphone, c'est une relation qui est très privilégiée, qui est très personnelle. On le voit sur ce slide, comme on le disait précédemment, la radio, c'est l'auto. On parle toujours du drive time. Donc, si on devait un petit peu caricaturer en voyant ces chiffres, on pourrait se dire que finalement, autant la radio, c'est la musique automobile, autant Spotify, c'est la musique mobile. Et est-ce qu'il y a un mode d'écoute particulier, justement, au-delà du support? On voit que le smartphone domine. Est-ce qu'il y a un mode d'écoute? Alors, il y a quelque chose qui est très structurant, c'est que dans l'étude, on voit que 49% des utilisateurs Spotify écoutent avec un casque. Parmi les 15-34 ans, on monte à 59%. Et on voit que tout à l'heure, Spotify était attaché à des moments de détente, c'est attaché au smartphone, c'est l'écoute au casque. On voit qu'on est dans une consommation qui est extrêmement qualitative, extrêmement premium des contenus Spotify. Alors, Prune, on voit donc que le smartphone, c'est l'appareil privilégié. On note quand même qu'il y a d'autres supports qui sont utilisés. Est-ce qu'on peut parler d'ailleurs d'ubiquité? Je crois que c'est un mot que vous utilisez chez Spotify. Donc, cette capacité à être écouté partout, n'importe quand. Et est-ce que c'est un mot qu'on voit que ça se démontre? Et par ailleurs, comment on peut le traduire sur le plan publicitaire? Donc ça, c'est vraiment très important. Chez Spotify, on parle beaucoup d'ubiquité. Ça veut dire qu'on peut écouter finalement Spotify sur pratiquement 200 devices parmi 20 marques. Je reviens aussi sur l'usage du casque parce que c'est vraiment très important. Finalement, entre l'annonceur et l'utilisateur, il y a vraiment une émotion, un lien intime qui se crée. Lien en one-to-one, personnalisé, et du coup, c'est vrai que un annonceur, un utilisateur va avoir confiance dans ce que dit un annonceur. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Ce qu'on dit aussi chez Spotify, et j'aime beaucoup, c'est dis-moi ce que tu écoutes, je te dirai qui tu es. Finalement, la musique, c'est un miroir, parce que vous allez, en fonction de votre mood, de votre moment de la journée, vous allez écouter telle ou telle musique. Et ça, ce qui est important, c'est que nous, Spotify, on va pouvoir exactement cibler la bonne personne au bon moment, parce qu'on connaît évidemment cette personne, en termes de socio-démo, au bon moment, et justement où elle se trouve. Donc voilà, donc ce qu'on appelle le streaming intelligent, c'est la capacité en fait Spotify de pouvoir justement cibler par rapport à soit le genre musical, soit finalement le moment privilégié. Alors, vous nous parliez de musique. En effet, parmi les contenus qu'on écoute, on sait que le flux musical occupe une place primordiale. Mais il y a aussi aujourd'hui les podcasts. Ce sont des productions en plein effort. Est-ce que Spotify est touché par ce phénomène, Yves? Absolument. Dans l'enquête, on voit les résultats.
73% des auditeurs Spotify consomment des podcasts. C'est assez massif. Donc, on voit que Spotify, c'est la musique, mais pas que. C'est également l'accès à ce nouveau monde des podcasts, mais peut-être pas seulement. Prune nous en dira sûrement plus. Et on voit que les podcasts, c'est une nouvelle vague de contenu sur lesquels les gens peuvent surfer. Mais le fait que les auditeurs de Spotify soient à la fois sur la musique, sur les podcasts, on voit qu'ils utilisent Spotify vraiment comme une plateforme de streaming, quel que soit le contenu, et c'est en train de devenir un usage assez central dans leur vie. On y va plus forcément que pour la musique. Absolument, on pourrait se dire presque que Spotify, ça devient une plateforme de streaming audio généraliste, si j'ose ce terme. Alors, comment Spotify prend, Prune, cette appétence, ce goût du public pour le podcast? Alors, on voit vraiment un énorme boom du podcast. On a plus de 1,5 million de podcasts sur Spotify. On a même une équipe maintenant à Paris qui est dédiée pour à la fois en fait créer ce qu'on appelle des podcasts originaux, comme je ne sais pas si vous avez écouté Le Nuage l'année dernière. On a des exclusivités. Il y a eu beaucoup de presse sur le fait d'avoir Michelle Obama sur Spotify. En France aussi, on a lancé pendant la marche des fiertés Coming Out qui a très bien marché. Voilà, donc c'est très, très intéressant ce qui se passe sur le podcast et du coup, je pense que pour les annonceurs aussi, c'est quelque chose ils nous demandent énormément ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et c'est vrai qu'on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais on a des conseils surtout sur la partie médiatisation des podcasts. Alors, donc ça veut dire que Spotify aujourd'hui investit de plus en plus dans la production de podcasts propres. Exactement. Alors, on sait aussi que parmi les principaux éditeurs de podcasts, on trouve les groupes radiophoniques. D'ailleurs, vous en distribuez également sur vos plateformes. Mais alors justement, est-ce que ça ne nous amène pas à nous interroger sur la complémentarité de l'audio digital? Cette complémentarité, on a commencé un peu à la voir tout à l'heure sur les univers dans lesquels on écoute les Spotify, le streaming audio. Donc, Yves, est-ce qu'il y a un apport d'audience par rapport à la radio? Absolument. On l'a vu déjà par rapport au lieu. Il y a le mobile, il y a l'automobile, pas l'automobile. Il y a le moment dans la journée. La radio est écoutée de manière très puissante le matin, alors que l'écoute de Spotify ne fait que croître au moment plus la journée se développe. Et on voit sur ce slide que quel que soit la radio que les interviewés écoutent, Spotify apporte un complément massif de couverture, puisque même la radio qui sur ce slide est la plus écoutée à 19%, quand on combine les deux, on rajoute 11% de couverture additionnelle, et lorsque l'on rajoute uniquement Spotify, c'est 13%. Et donc en moyenne, par rapport à l'ensemble des radios, Spotify apporte une couverture de 19% sur les Français de 15 à 64 ans. Et on le voit, c'est vraiment, quel que soit le profil des contenus écoutés à la radio, on voit cette vague bleue qui en fait aujourd'hui, lorsque l'on veut être dans l'audio, un acteur qui est absolument incontournable. D'ailleurs, à ce titre-là, je reste encore très étonné, mais c'est vrai que le marché en France a toujours tendance à embrasser les nouvelles tendances un peu tardivement en matière d'investissement publicitaire. Aujourd'hui, je crois que le marché de la pub audio, il doit tourner autour de 12-13 millions d'euros. Le marché de la radio, en termes d'investissement publicitaire net, ça doit être 750 millions. C'est sûr que quand on voit ce slide-là, on se dit que les arbitrages budgétaires ne sont pas forcément les plus pertinents aujourd'hui. Mais voilà, on l'a vu sur d'autres médias et sur d'autres sujets. Donc, restons sur cette slide. Ouais, je t'en prie. Bien. Donc, si on prend là, on regarde ce graphique,
votre étude nous explique que donc vous avez, on va prendre la première radio qui arrive en tête, à Énergie. À tout seigneur, tout honneur. Voilà, donc ça veut dire que 19% des personnes interrogées disent écouter uniquement Énergie. À la radio. À la radio. 11% nous disent qu'ils écoutent Énergie et en même temps un service Spotify. Absolument. Spotify. Et 13% des personnes interrogées sont uniquement sur Spotify. Et donc, on va le découvrir, comme ça, on voit sur ces différentes stations commerciales que vous avez pu interroger. Quand on va sur RFM, on voit que c'est un peu moins fort, mais que justement, la couverture apportée par Spotify est d'autant plus importante. Tout à fait. En moyenne, à 19%, on le voit, après, elle varie en fonction des stations de radio. Et c'est encore plus puissant sur les 15-34 ans, puisque là, on parle d'une couverture additionnelle moyenne qui s'élève à 30%. Donc, on voit, encore une fois, je l'ai dit, mais c'est un acteur incontournable de l'audio aujourd'hui. Quand on a des contenus audio à communiquer, c'est compliqué de passer à côté de Spotify. Alors, Prune, est-ce que ça signifie que Spotify apporte un public particulier au marché audio ? Et puis, j'imagine que, du coup, c'est aussi une opportunité pour les marques qui veulent toucher cette population, notamment des moins de 35 ans. C'est vrai que pour les marques, c'est le fait de communiquer sur Spotify. On va le voir, en fait, on a un cas très intéressant. On avait fait, l'année dernière, on avait travaillé main dans la main avec Coca-Cola qui sortait, en fait, leur boisson Énergie. Et en fait, ils étaient déjà partenaires de plusieurs festivals de musique. Et donc, l'objectif, c'était vraiment de cibler cette audience, ces fameux millennials qui sont quand même compliqués à toucher. Et l'objectif, c'était vraiment de faire un jeu concours et de dire, voilà, on va cibler les 15-34 qui aiment les festivals. Et on va leur faire un petit jeu concours pour vraiment connaître exactement leurs goûts musicaux. En fonction de leurs goûts musicaux, ils pouvaient gagner des tickets pour les festivals qu'ils aimaient. Donc, ce qui est intéressant, c'est que grâce à cette opération, et on le voit sur donc cette nouvelle marque de Coca-Cola Énergie, donc le premier critère en termes de metrics branding, c'était le ad recall. Est-ce que je me souviens bien finalement de cette publicité spécifique? Et on avait eu plus de 42 points. Par rapport finalement au benchmark, à la moyenne IMI, on voit bien qu'on était bien au-dessus. Et c'est pareil en termes de brand awareness, donc vraiment en haut du funnel et en termes de notoriété, alors que c'était une nouvelle marque, on peut dire que voilà, ça avait très bien marché puisqu'on avait plus 30 points, et ce qui est énorme puisqu'on voit que normalement, en termes moyenne, on a plutôt plus 4 points. Donc, c'est ce genre d'opération sur lequel, sur la partie Coca-Cola et musique Spotify, pour toucher les 15-34 ans, c'était une opération réussie. On voit qu'il y a une vraie cohérence, en tout cas, entre le public et certaines marques qui, aujourd'hui, privilégient sans doute ce public, en tout cas dans leur communication, et c'est de toucher d'abord ce public. On a vu, Yves, tout à l'heure, qu'il y avait à peu près 80% des sondés qui connaissaient la marque Spotify, 30% qui l'utilisaient. Derrière la connaissance, il y a aussi un certain nombre de valeurs, d'usages, etc. Quel est pour vous ce que nous montre cette étude sur la perception même de Spotify par le public? Alors, on a vu, on est dans une qualité de programme qui est plébiscitée par les auditeurs. Ils passent des moments très privilégiés avec Spotify, et surtout, lorsqu'on leur pose la question « est-ce que ça va gagner en importance dans le futur ?», ils répondent « oui » à 38%. Donc, on voit clairement que c'est un média d'avenir pour eux, qui les aide à se projeter. C'est encore plus vrai sur les publics jeunes. Et encore une fois, le nombre de briefs que l'on voit passer sur le « je voudrais rajeunir ma marque »,« je voudrais repartir à la conquête du public jeune », comment toucher les jeunes aujourd'hui, on voit que là, on a vraiment une proposition de valeur relationnelle entre un public et un média, une plateforme, je ne sais même plus comment le qualifier, tellement la relation que les Français ont avec elle est riche. Et on voit tout le potentiel pour les annonceurs et les agences qui nous écoutent aujourd'hui.
moi, si je devais faire un peu une caricature pour finir, qui synthétise un petit peu le résultat de cette étude, ce qui sort, en fait, c'est qu'aujourd'hui, pour les Français, en fait, Spotify, c'est un petit peu le Netflix de l'audio. C'est un peu, comme vous connaissez tous, Netflix, ses qualités algorithmiques et ses qualités de contenu. On voit très bien que tout ce qui sort de cette étude contribue à positionner Spotify comme ça. Netflix de l'audio, c'est une belle formule, Prunus. J'imagine que vous, ça vous satisfait quand vous entendez ça. Mais comment vous qualifiez le lien entre, justement, vous, le lien entre le service et ses utilisateurs? Et puis, la vraie question, naturellement, pour les gens qui nous suivent, c'est comment le traduire publicitairement parlant? Oui, alors en fait, moi je pense qu'il faut vraiment retenir plusieurs choses. C'est que d'une part, il y a vraiment cette relation de confiance, parce que j'en parlais tout à l'heure, mais un utilisateur qui écoute 2h30 par jour Spotify, eh ben, pour un annonceur, c'est la possibilité finalement de le capter avec un message personnalisé, de créer cette intimité, ce qui est compliqué à faire avec des jeunes aussi volatiles que ça. Comme disait Yves, le nombre de marques qui viennent nous voir, on a envie de rajeunir. Donc, c'est d'être un peu finalement dans cette espèce de cocon avec le côté contenu ultra premium. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, pour un annonceur, finalement, c'est un peu la voie royale d'être dans ce contexte qui est hyper qualitatif. Très bien. Écoutez, on arrive au temps des questions. Le temps, je pense que... Peut-être encore un point pour renforcer ce qui vient d'être dit. Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, si je dis le média des jeunes, c'est le digital, c'est à peine une caricature. Tout le monde sera d'accord avec ça. Mais il faut bien avoir en tête que toutes les enquêtes que l'on fait, et plus on en fait, encore une dernière, nous dit que 62% des Français trouvent la publicité digitale intrusive. Et ce chiffre, il passe à 65% chez les moins de 35 ans. Donc, ça concerne l'ensemble des plateformes et l'ensemble de la publicité, d'où l'importance d'avoir d'abord un contenu éditorial de qualité pour être dans une relation de qualité entre le média et le spectateur, la cible, l'auditeur, peu importe comment est-ce qu'on le qualifie, mais surtout d'avoir une relation personnalisée. Tu parlais tout à l'heure de création de contenu spécifique, très lié à la réalité, à la qualité du média Spotify. Elle est absolument essentielle pour arriver à obtenir cette efficacité publicitaire, surtout sur des cibles aussi exigeantes que les jeunes. Ok, précision utile. Alors, est-ce que vous avez des interrogations, des questions sur ce qui a été présenté, sur les indicateurs clés, sur l'utilisation par les marques de Spotify? C'est le moment. Alors, une première question de Sophie Lebrun. Donc, quelles sont les possibilités de monétisation envisagées sur les podcasts? Je crois que c'est une question pour vous, Prune. Oui, c'est déjà une très bonne question parce qu'on nous la pose beaucoup. C'est vrai que... Alors, je donne toujours un petit peu cette image. C'est vrai qu'il y a 15-20 ans, on venait nous voir, j'étais en agence média et il y avait 100% du budget qui passait sur la production du site. Et on leur disait, attention, il y a un moment donné, il va falloir aussi médiatiser votre site. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les marques veulent absolument avoir leur podcast de marque, donc ce qui est très bien, mais ce qu'on leur dit, il faut à un moment donné émerger, parce que comme je vous ai dit, on a 1,5 million de podcasts sur Spotify, donc pour émerger, tout simplement, il faut le médiatiser, et ça veut dire évidemment générer du trafic sur le podcast. Et en fait, quelque chose d'important, c'est que sur Spotify, on peut cibler les personnes qui écoutent déjà des podcasts. Donc, ça s'appelle les podcast listeners. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir driver du trafic directement sur le podcast de marque. D'accord. Et sur les marques elles-mêmes qui veulent communiquer, parce que là, vous parlez de podcasts de marque, mais est-ce qu'il y a des marques qui vont venir utiliser des podcasts existants et proposer d'être sponsor alors que la production est déjà existante? Oui, justement, on en parlait tout à l'heure. Comme on va avoir de plus en plus de podcasts originaux, donc cette année, l'année prochaine, on aura un gros line-up. Donc évidemment, on va pouvoir faire qu'une marque puisse sponsoriser ses podcasts originaux. Une autre question peut-être, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter sur ce qui a été dit. Alors, tout un chacun peut créer son podcast sur Spotify. Quel est le process, nous demande Sophie Gaucher.
Quel est le procès? En fait, c'est vraiment pas compliqué, hein. J'ai envie de dire, c'est un peu comme la vidéo sur YouTube. Tout à chacun peut créer son podcast, peut l'uploader directement sur Spotify. Et ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est que derrière, il a des métriques en termes de qui a écouté, en termes de socio-démo. Voilà, donc plein de métriques intéressantes pour la personne qui veut créer son podcast. Donc, c'est-à-dire que Spotify va après fournir les données qui vont permettre d'analyser un peu l'usage des utilisations qui sont faites du podcast. Exactement. Ça permet de détecter les nouveaux Jean-Jacques Goldman potentiels, c'est ça? Ça, c'est sur la musique, mais aussi sur la production globalement de contenu audio. Une autre question, peut-être. Alors, avons-nous besoin de contenu spécifique pour communiquer sur Spotify? C'est Anne Pierrard qui nous demande ça. On avait commencé un peu à en parler tout à l'heure, en effet. Est-ce qu'il faut vraiment avoir des contenus très spécifiques et déjà disponibles quand on est annonceur? Alors, ce qui est intéressant, et c'est une très bonne question, parce que souvent les annonceurs donc radio ont l'habitude, un peu comme en vidéo, faire un copier-coller et dire tiens, on va mettre notre spot radio sur Spotify. Et en fait, l'idée, et c'est vraiment d'accompagner les annonceurs avec les agences créatives qui sont hyper importantes et les agences médias pour leur dire non, en fait, sur Spotify, il faut avoir un contenu spécifique. Et donc, nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on les accompagne, on va faire des workshops pour justement leur donner les do's, les don'ts, quelles sont les best practices et quels sont les jingles qui marchent bien. Donc, on a pas mal de bons case studies aussi qui fait que on sait quel spot va marcher plutôt qu'un autre. Est-ce que ça veut dire que vous travaillez du coup avec les agences créatives également? Exactement. Donc, on va même en studio, on invite les agences créatives, on invite aussi les annonceurs, les agences médias, et on va faire vraiment un moment de travail où on va ressortir avec un spot à la fin. D'accord. Une autre question peut-être? Alors, y a-t-il une grande différence de profil socio-démo entre les abonnés premium et les utilisateurs gratuits? Très bonne question, ça. Une question d'Éric Ravry. Est-ce qu'on voit une vraie différence dans le profil des utilisateurs? Alors, c'est une excellente question, et c'est vrai que souvent, en fait, les annonceurs du luxe nous posent cette question, et du coup, on a, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est vraiment pratiquement kiff-kiff, le profil des abonnés premium et le profil des abonnés en free. Ce qui se passe, c'est que généralement, un utilisateur va mettre entre 6 et 9 mois, donc déjà il va écouter Spotify avec de la publicité, et puis après, il va se convertir. Donc, en fait, on voit que finalement, c'est des personnes avec des études supérieures, CSP+, que ce soit free ou que ce soit premium. D'accord. Donc, c'est un effet miroir. C'est un effet miroir. D'accord, les mêmes populations. Et après, ça veut dire, est-ce que vous avez, je dirais poser la question, est-ce que vous avez des abonnés qui rebasculent après sur le gratuit? Alors, généralement, on a plus l'effet contraire, c'est-à-dire que les gens, au bout de 6-9 mois, vont finalement basculer sur le premium. D'accord, il reste client premium. OK. Une autre question sur l'utilisation de Spotify. Un concurrent de Spotify peut-il communiquer sur Spotify? C'est une question d'Antoine Dubois. Que je connais très bien. Donc je salue Antoine Dubois. Ça dépend de qui, comme concurrent, parce qu'on a quand même beaucoup de concurrents entre l'espace podcast, l'espace musical, etc. Donc, il faut qu'on voit aussi en interne. C'est quoi pour vous l'univers concurrentiel d'ailleurs de Spotify? Parce qu'on sait qu'il y a des opérateurs qui sont dans le streaming audio pur et dur comme vous, certaines marques françaises qu'on connaît. Il y a aussi des plateformes vidéo qui elles-mêmes sont des gros diffuseurs d'audio, et puis on voit aussi, on en parlait, ceux avec qui vous travaillez, les radios elles-mêmes. Pour vous, l'univers concurrentiel, il est multiforme? Oui, il est assez multiforme. Après, on n'aime pas trop parler de la concurrence. Aujourd'hui, on a de la chance d'être leader sur le streaming, que ce soit sur la partie audio global. Voilà, c'est ce qu'on aime dire. C'est vraiment, il ne faut pas penser simplement Spotify sur la musique, mais vraiment sur la partie streaming, audio et podcast. Ça veut dire quand même qu'une radio, par exemple les radios avec qui vous travaillez, peuvent utiliser, pour leur communication, peuvent utiliser une plateforme comme Spotify. Tout à fait. D'ailleurs, on a beaucoup de demandes en fait de leur part par rapport au podcast qu'ils souhaitent médiatiser. D'accord. Ouais. Une autre question, éventuellement. Alors, quels sont les formats d'ads, donc de publicité, les plus engageants
constaté sur Spotify? Bonne question. Tout à l'heure, on parlait notamment un focus sur les moins de 35 ans. Donc, Florian Martin qui nous pose cette question pour nous. Alors, c'est une très bonne question. Évidemment, quand on pense Spotify, on va tout de suite penser en format publicitaire de l'audio. Aujourd'hui, on ne va pas se cacher. C'est vrai que les annonceurs viennent assez, de façon, je vais dire, naturelle, faire de l'audio sur Spotify. Et donc, d'où l'importance d'avoir ses propres créas spécifiques. Après, la question est excellente parce que finalement, on voit aussi qu'on a le format vidéo. Et le format vidéo, on a des très très bons metrics aussi bien sur la viewability parce que les résultats sont très bons, parce que finalement un utilisateur va regarder son Spotify pour savoir quel est le morceau de musique ou quel est l'artiste, et du coup on va pouvoir lui soumettre une vidéo qu'il va regarder jusqu'à la fin. Et sur les formats audio, est-ce qu'il y a des choses privilégiées? Yves, pardon. Non, peut-être un petit commentaire par rapport à ce que disait Prune et qui transpire de l'étude à travers la relation que les gens avec Spotify, que ce soit en matière émotionnelle ou en matière de comportement. On est clairement dans une relation one-to-one. On n'est pas du tout dans une relation de masse. Et donc, le message pour chercher de l'efficacité, si vous voulez entrer en efficacité avec les gens qui écoutent Spotify, il faut vraiment s'adresser à eux en tant que personne, mais leur adresser un message qui s'adresse à tout le monde ne me semble pas être une très bonne idée compte tenu de la manière dont le média est consommé. Donc on est vraiment dans du one-to-one et pas dans du mass en matière de communication, qui drive la manière de faire le message. Ça veut dire utiliser notamment toutes les capacités de ciblage que propose Spotify? Oui, tout à fait. C'est très important. C'est ce que je disais, c'est que aussi bien sur par exemple les podcasts, on a une capacité de cibler des personnes qui écoutent déjà des podcasts. Donc, c'est quand même déjà des personnes qui sont très engagées au final. D'accord. Tout à l'heure, Yves, une question, vous parliez on va dire, du temps de décalage qu'il y a entre les nouveaux usages et les usages du marché publicitaire. Ça vous paraît, à un moment donné, il y a quelque chose qui peut se rattraper? La communication publicitaire audio, aujourd'hui, va intégrer progressivement, rapidement, ces nouveaux usages? Alors, on est dans malheureusement une année un petit peu particulière qui a, on va dire, ça a un peu cassé l'ambiance, puisque tout le monde s'attendait à une année 2020 plutôt en croissance. L'économie allait bien, la mondialisation était heureuse, et tout le monde avait fait des budgets en croissance. Et c'est vrai que les années où on est en croissance, on tente plus, on innove plus, on va plus explorer de nouveaux territoires. Et c'est vrai que ce sont des années qui sont plus propices à faire des tests, à faire des POC, peu importe comment est-ce qu'on les appelle. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, il y a une grande distorsion entre la consommation des médias et les investissements publicitaires. Il y a un moment, il va falloir que ça se rencontre à nouveau. Autant en termes de quantité qu'en termes de qualité, qu'en termes d'allocation entre médias. Quand on voit les audiences spectaculaires qui ont été faites par les télévisions, on peut parler d'elles quelques secondes pendant la période du confinement, et la relation à nouveau qui s'est recréée entre les télévisions et les Français, et l'absence des marques, des annonceurs à ce moment-là, mais c'est tragique. C'est tragique parce que le sujet n'était pas pour les marques de dire je te vends ci, je te vends ça, je te fais une promo, etc. Le sujet était juste de dire on est là, ne vous inquiétez pas, les marques sont là autant que l'État, que les ministres, que les gens qui font une comptabilité morbide tous les soirs. Et ça, c'est une absence qui risque de coûter cher à certaines marques dans quelques mois, parce que c'est quelque chose qu'on a du mal à rattraper. Donc, oui, il faut tenter, oui, il faut expérimenter, oui, il faut se ruer vers les solutions nouvelles qui nous sont proposées pour réengager cette relation avec des Français qui s'éloignent quand même de plus en plus des marques. Plus de 70% des marques pourraient disparaître en France sans que les Français ne s'en soucient. Vous le savez, cette fameuse étude Havas, elle est toujours vraie, elle est peut-être encore plus vraie aujourd'hui après le confinement. Donc, quand on a des médias, quand on a des marques qui sont aussi intimes avec les Français, moi, je recommande à tous mes clients d'y aller. Et puis, je voudrais juste rajouter par rapport à ce que disait Yves, tout à fait, c'est que 90% finalement des décisions sont émotionnelles.
Et ça, c'est hyper important parce que l'émotion, qu'est-ce que vous l'avez, on est surchargé d'images, mais en revanche, vos oreilles, vous pouvez vraiment avoir un message bien personnalisé avec évidemment un jingle son intéressant, une identité sonore intéressante. Et ça, vous allez vous en rappeler, c'est sûr. L'émotion ne passe pas que par l'image, en effet. C'est clair. Est-ce qu'il y a une autre question qui se pose? Alors, comment une marque qui crée ses propres playlists musicales peut-elle les faire émerger? Une question pour vous, Prune, de Pauline Monseur. Eh ben, c'est une excellente question parce qu'en fait, c'est un petit peu comme le podcast. Il y a beaucoup de marques qui viennent nous voir en disant, ben voilà, je veux avoir ma playlist de marque. Vous savez combien il y a de playlists, peut-être? C'est une question pour Yves et Didier. Aucune idée. Donc, sur Spotify, il y a 3 milliards de playlists. Wow. Donc, pour émerger en tant que playlist de marque, pareil, c'est compliqué. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, nous, on a souvent tendance, oui, c'est possible. En revanche, c'est un peu comme les podcasts, il faut le médiatiser parce que sur 3 milliards, comment vous voulez émerger? Après, nous, on dit souvent, l'idéal, c'est de sponsoriser quand on est une marque, sponsoriser une playlist qui marche bien. On a bien vu pendant le confinement, on a des playlists qui ont cartonné, comme, alors ça va vous faire rigoler, mais faire le ménage en musique, ça, voilà, bah, ça a très très bien marché. La motivation par le sport. Donc, on a beaucoup de playlists en fonction de ce qu'on disait des moments de vie qu'une marque peut s'associer. D'accord. Et une marque elle-même peut être donc productrice de playlists. Exactement. Sur un univers, ça peut être intéressant. Vous voyez tout à l'heure que d'ailleurs les moments de relaxation qui sont des moments importants dans l'écoute de Spotify. Ça veut dire que là, ça peut laisser la place à plein d'imagination. Tout à fait. Les marques doivent redevenir des mécènes. Elles doivent retrouver ce sens de la générosité. Elles doivent offrir des moments un peu de spectacle, un peu gratuits aux gens, même si rien n'est totalement gratuit. Mais faire participer à cette nouvelle dimension, ce nouvel élan musical, ça me semble être très intéressant à étudier pour certaines marques. Une autre question, peut-être? Alors, est-ce qu'on regarde donc de plus en plus Spotify? Bonne question, une question d'Ottavia Palomba. Tout à l'heure, vous parliez de vidéo, Prune. Donc, est-ce que ça veut dire que Spotify, c'est de plus en plus de l'image et pas que du son? Alors, c'est quand même beaucoup du son, on ne va pas se cacher, entre la musique et le podcast. Mais oui, ce que je disais, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, oui, il y a de l'image, puisqu'un utilisateur va finalement regarder aussi Spotify, comme je vous disais tout à l'heure, pour regarder l'artiste, pour changer de chanson. Donc, on a la possibilité d'intégrer de la vidéo, bien sûr, mais voilà, ça reste quand même un média d'audio. Et ça veut dire pour vous, d'un point de vue commercialisation, vous proposer des produits avec les deux, des produits commerciaux publicitaires avec les deux ou avec l'un ou l'autre? Non, alors c'est une très bonne question, c'est-à-dire que on a l'audio et la vidéo et ce qu'on propose, c'est qu'en complémentarité de l'audio, de faire de la vidéo. Et notamment, on voit bien, les annonceurs du luxe sont très friands encore de l'image, donc évidemment, il y a toujours de la vidéo, c'est sûr, puisqu'en plus on est souvent ce que je vous disais tout à l'heure, on a des très bons résultats en termes de KPI sur la vidéo. D'accord. Une autre question que vous avez pu. Quels sont vos principaux secteurs d'annonceurs, nous demande Eric Ramary. Eh ben, c'est une excellente question. En fait, on a les principaux secteurs d'annonceurs. Évidemment, le premier, ça va être le retail. Parce que pourquoi? C'est des gros spenders d'audio, donc ils vont très naturellement aussi venir sur Spotify. On a donc le secteur du retail, tout ce qui est grande consommation. On a aussi l'entertainment qui marche très bien. Donc là, effectivement, pendant le confinement, c'était un peu plus compliqué, mais ça repart, notamment le gaming. On voit une explosion de tout ce qui est gaming sur Spotify. J'en parlais aussi, donc grande conso, luxe, entertainment, tout ce qui est tech telco marche très très bien, avec l'automobile aussi. D'accord. Pour vous, Yves, est-ce que vous pensez que par rapport justement au potentiel que peuvent offrir les plateformes de streaming audio, est-ce que vous pensez justement tous les secteurs sont concernés ou est-ce qu'il y a des secteurs privilégiés? Je vois pas quel secteur aujourd'hui peut se priver d'une partie aussi importante de la population, donc je ne recommanderais pas à un secteur d'éviter d'annoncer sur Spotify. Ça rejoint vraiment ce que je disais tout à l'heure. On est en face d'une transformation de comportement massive de la population. Il faut se ruer dessus, quoi, avant qu'il y ait de l'encombrement publicitaire et que ce soit
ce soit compliqué d'émerger. Déjà aujourd'hui, c'est pas simple d'émerger. Il faut avoir une qualité de contenu et une stratégie de ciblage très puissante, mais ça me semble être une évidence qu'il faut y aller, quoi, sans se poser trop de questions. Une autre question de la part du public qui a pu suivre ce webinaire depuis maintenant, ça fait plus de 50 minutes qu'on est ensemble. S'il y a encore une ou deux questions. Alors, quels sont les best practices pour communiquer sur Spotify? Est-ce qu'il y a des cas d'école, Prune, que vous pourriez mettre en avant? C'est une question de Félicie Navinda. Oui, alors en termes de cas d'école, on a une marque d'alcool, parce qu'effectivement sur Spotify, ce qui est bien, c'est qu'on peut cibler les plus de 18 ans, et donc qui s'est associé avec un rappeur très connu, et il a demandé en fait de faire un flow musical. Et donc, en fait, de parler des bénéfices de cet alcool avec un son rap. Et donc, c'était super intéressant parce que finalement, ça reprend un peu les codes de la musique rap. Et ils avaient en plus sponsorisé la playlist de rap la plus connue sur Spotify, qui est la playlist Punchliner. D'accord. J'imagine avec les messages sanitaires d'usage pour voilà, quand on communique pour l'alcool. Et tout à l'heure, vous parliez par exemple du luxe. Est-ce qu'il y a des opérations que vous avez à l'esprit comme ça, qui ont été des opérations de communication qui, pour vous, étaient vraiment probantes, ont montré l'apport que pouvait avoir Spotify dans l'univers du luxe? Oui, alors déjà, je voulais peut-être parler aussi de quelque chose d'innovant, parce que c'est vrai que souvent, on nous dit « Ah, l'innovation, etc. » Donc, de plus en plus, donc, ce qu'on disait, c'est qu'on accompagne les annonceurs et voilà. Et le fait aussi de faire des spots audio 3D, ou même on va jusqu'au spot audio 8D, où vous allez pouvoir vraiment entendre le son avec votre casque. Donc, on a fait notamment avec, justement, tu parlais de Netflix, de l'audio, donc pour une série un peu d'horreur où on entendait la porte claquer, etc. Ça faisait même peur dans le casque. Voilà, on peut aller quand même très, très, très loin aussi dans l'innovation avec Spotify. Donc, ça, c'est intéressant. Et pour répondre à votre question sur la partie luxe, on travaille vraiment beaucoup. Notamment, beaucoup d'annonceurs du luxe ont des podcasts. Donc, c'est important de pouvoir les monétiser sur Spotify aussi. Et puis après, on a, nous, un directeur des opérations spéciales. On fait plein d'OP très sympas avec... voilà, parce que évidemment, avec tout ce qui est identité sonore, on peut vraiment faire des playlists spécifiques en fonction, Kenzo par exemple, sur le côté craziness et avoir votre playlist crazy. Voilà, on peut faire plein de choses. D'accord. Est-ce qu'il y a encore une question ou c'est terminé? Une dernière question, donc, l'inventaire Spotify est-il également ouvert en programmatique? Une bonne question de Jérémy Pelletier. Excellente question. Et c'est une excellente question parce qu'en fait, on voit, nous, c'est un énorme engouement sur le programmatique. Aujourd'hui, pratiquement plus de 50% de notre revenu est sur le programmatique. Donc, on travaille très, 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 très bien avec tous les agences du secteur sur la partie prog. Donc, oui, c'est bien évidemment tout à fait disponible sur Spotify. D'accord. Eh bien, écoutez, merci à vous, merci Prune. Donc, je rappelle que vous êtes directrice commerciale de Spotify France. Merci Yves, donc CEO de CSA. J'espère que ce webinaire vous aura permis d'en connaître un peu plus et d'en comprendre un peu plus sur cet essor de l'audio digital et l'utilisation qu'on peut en faire. Je vous rappelle que dans le cadre du Stratégie Festival aura lieu à 18h30 le Grand Prix de la publicité, des stratégies médias, du craft et de la production. Et puis cette cérémonie sera suivie d'un entretien avec Mercedes Serra, la cofondatrice de l'agence BETC et présidente exécutive d'Avas Worldwide, qui est également la marraine de ce festival. Merci à tous de nous avoir suivis et puis rendez-vous peut-être pour un nouveau webinaire Love Audio dans quelques mois. Exactement. Merci Didier. Merci Didier. Merci à vous tous. Merci.